Bonjour et bienvenue à tous pour ces éphémérides du mois de janvier 2022. Donc bienvenue à Pascal et Mathieu, nos deux astronomes amateurs du 49 pour ces éphémérides. Alors dans cette émission nous allons parler notamment des quadrantides, cet essaim météoritique, mais aussi de l'élongation maximum est de Mercure. Et puis d'autres événements encore, comme par exemple l'opposition de l'astéroïde Iris. Alors, dans cette émission, bien sûr, nous détaillerons aussi la visibilité de chaque planète du système solaire. Et tout d'abord, nous commençons par parler de ces phénomènes célestes de ce mois-ci, à commencer par le 3 janvier, c'est la comète C 2021 A1 Léonard qui atteint son périhélie. Alors, à défaut de pouvoir l'observer, est-ce qu'on peut faire une rétrospective de ce qu'elle nous a offert le mois dernier? Oui, tout à fait. Alors bon, juste pour parler un petit peu des observations pour ce mois de janvier 2022, il faut savoir que donc elle va passer à 92 millions de kilomètres du Soleil. Donc ça, c'est le moment où elle va atteindre son périhélie, c'est-à-dire le moment où elle va atteindre son point orbital le plus proche du Soleil. Donc ça, c'est le 3 janvier 2022. D'accord ? C'est à noter que ça correspond avec la première année de sa découverte, puisqu'elle a été découverte pas plus tard que le 3 janvier 2021, seulement quelques mois finalement avant que l'on puisse commencer à l'observer avec des instruments amateurs, notamment à partir du mois de novembre de l'année 2021. Alors, elle est toujours visible à l'œil nu, elle affiche à l'heure actuelle une magnitude de plus 5. Cela dit, et c'est dommageable pour nous autres, puisqu'elle n'est plus observable dans l'hémisphère nord, mais uniquement depuis l'hémisphère sud, ou au mieux depuis une ligne, en dessous de la ligne tropicale nord. Donc comme je le disais, on fêtait l'année de la découverte, et elle était encore visible il n'y a pas si longtemps que ça depuis notre hémisphère nord, puisque en fait jusqu'à la mi-décembre, on pouvait l'observer plongeante dans le ciel du matin en direction de l'horizon est, donc vers le soleil levant. Alors malheureusement, elle ne s'est jamais dévoilée à l'œil nu à partir du moment où elle était observable dans l'hémisphère nord. Il aura fallu attendre qu'elle bascule dans le ciel du soir, et encore qu'elle bascule même carrément dans une visibilité depuis l'hémisphère sud. Ce qui est dommage, nous n'avons pas pu en profiter. Par contre, les observateurs de l'hémisphère sud, qui avaient l'œil exercé, parce qu'il fallait quand même avoir l'œil. Il faut savoir que cette comète-là restait quand même relativement proche du Soleil, donc pas observable en pleine nuit. Donc il y avait encore quelques lueurs dans le ciel du crépuscule. Donc fatalement, cette comète, il fallait avoir et l'œil, et aussi savoir la localiser précisément pour la repérer. Pour résumer, cette comète n'aura pas été une comète pour les observateurs visuels, mais plus une comète pour les astrophotographes, très clairement. On est très loin de la comète que l'on a eue en 2020, la célèbre comète Neowise, qui nous avait offert un spectacle magnifique durant toutes les nuits d'été. Alors, le véritable sursaut lumineux a eu lieu donc pour la comète Léonard à la fin décembre, avec une queue qui s'est révélée extrêmement complexe et particulièrement étendue sur la voûte céleste. Certains observateurs parlaient même lorsque certains ont fait des photos de cette comète, d'une queue qui s'étendait sur une longueur de 60 degrés sur la voûte céleste, ce qui est particulièrement grand pour une comète. Neowise n'avait pas fait aussi bien. Désormais, elle va bifurquer sur une trajectoire interstellaire et quitter définitivement notre système solaire. Donc pour ceux qui nous écoutent depuis l'hémisphère sud, c'est le moment ou jamais de l'observer. Elle va commencer à s'estomper vraiment désormais au courant du mois de janvier, et très certainement que dans les mois à venir, on ne la verra plus, même aux instruments. Donc les chasseurs de comètes, c'est le moment ou jamais. Et oui, effectivement. De très belles photos d'ailleurs qui circulent sur le net. Voilà donc cette comète Léonard. Maintenant, toujours le 3, on a le retour des quadrantides dans notre ciel d'hiver. Alors,
Qu'en est-il de cet instant météoritique, puisqu'il y aura la nouvelle lune? Exactement, c'est le lendemain de la nouvelle lune, hein, le 3 janvier, ça correspond au lendemain. C'est le moment parfait pour observer des étoiles filantes. Il faut savoir que les Quadrantides, c'est l'un des essaims météoritiques les plus beaux à observer de l'année. Il y en a 3-4, on va dire, avec les Perséides, les Léonides, et puis les Géminides au mois de décembre, hein, on les a vus le mois dernier. Alors les Quadrantides, c'est à observer quand? Donc le pic, on en a parlé le 3, mais finalement la fenêtre de tir est assez courte parce que la période de visibilité s'étend du 28 décembre au 12 janvier. C'est peut-être la période la plus courte pour un essaim météoritique aussi beau à observer. Le taux horaire zénithal moyen, d'ailleurs, est excellent, 120 météores par heure en moyenne. Et encore, quand on dit 120 météores, c'est une moyenne. C'est-à-dire que la fourchette large, c'est entre 60 et 200 météores par heure. C'est très variable selon les années. Voilà, on est actuellement dans une moyenne de 120. Mais qui sait quelle crue nous réservera 2022? Son radian? Son radian, eh bien, on va en parler tout de suite. Hein. Je voulais juste donner deux autres informations. La vitesse, 41 km/s. C'est relativement lent, donc on a le temps de les admirer passer. Et le pic, donc, c'est vraiment dans la nuit du 3 au 4 juin. Donc c'est là qu'on aura vraiment ce pic des 120 météores par heure. Du 3 au 4 janvier. Du 3 au 4 janvier. Merci de me reprendre. Sinon, elle serait vraiment très très lente. Voilà, c'est ça serait vraiment très lent. Du 3 au 4 janvier, donc. Et quand je parlais de 120 météores par heure, donc c'est une moyenne, c'est au zénith, une moyenne au zénith, et tout météore confondu. C'est-à-dire même les moins lumineuses. D'accord. La plupart du temps, c'est moins lumineux. Enfin, les météores les moins lumineux, on ne les voit pas forcément à l'œil nu. Hein. Donc, la magnitude moyenne d'ailleurs de ces météores, c'est entre +3 et +6, donc c'est relativement peu lumineux quand même. Elles se font discrètes, mais ça sera malgré tout l'occasion d'une belle observation. Si le temps le permet, bien évidemment. Alors, le radian, puisque Pascal, tu me le demandais. Eh bien, lui, il se trouve dans l'ex-constellation du cadran. Et oui, quadrantide, cadran, logique. Sauf que lorsque vous regardez sur une carte du ciel, eh bien le cadran, vous ne le trouvez nulle part. Et pour cause, puisque cette constellation n'existe plus. C'est une ancienne constellation en fait qui a été créée par l'astronome français Jérôme Lalande en 1795. Donc elle date pas d'hier, mais son temps fut quand même court sur les temps de l'histoire astronomique. Puisqu'en fait, eh bien, elle n'existe plus depuis 1922, date à laquelle l'Union astronomique internationale a revu sa liste de constellations officiellement reconnues. Alors à quoi ça correspond aujourd'hui? Eh bien, concrètement, cette constellation indépendante était à cheval entre le Bouvier, le Dragon et Hercule, donc 3 constellations actuelles. Pour trouver ce radian simplement, il suffit d'observer à mi-chemin entre l'étoile Arcturus du Bouvier, qui est immanquable puisque c'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel, je crois la 3e en ordre de grandeur, après Sirius et Canopus, mais Canopus on ne peut pas l'observer dans l'hémisphère nord, donc c'est en fait la 2e, plus brillante. Et l'étoile polaire, que l'on connaît tous très bien, par contre qui est un petit peu plus discrète quand on observe dans la pratique. Donc pour l'étoile polaire, même si vous pensez savoir laquelle c'est, eh bien je vous conseille de vous référer à une carte du ciel, surtout si vous êtes débutant en astronomie, parce qu'elle est un petit peu plus discrète que ce qu'on pourrait penser au premier abord, hein, l'étoile polaire. D'accord. Donc, oubliez encore de s'attarder sur la portion de ciel qui se situe juste à l'arrière de la queue de la Grande Ourse, pour ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance en astronomie. La Grande Ourse, c'est peut-être la seule constellation que vous savez repérer dans le ciel. Eh bien, en fait, vous cherchez la Grande Ourse, vous prenez la queue de la Grande Ourse et vous observez à l'arrière de cette queue de la Grande Ourse. Eh bien, c'est là que se situe le radian des Quadrantides. Alors, le pic a lieu en début de nuit. Mais vu la faible hauteur du radian dans le ciel à ce moment-là, eh bien préférez attendre le milieu, voire la fin de nuit du 4 janvier. De plus, donc, les météores, comme je le disais, sont assez faibles, puisqu'ils ont une magnitude apparente visuelle moyenne qui est comprise entre +3
et plus 6. Donc, Voilà ce que je pouvais dire. Il faut se lever à quelle heure? 5 heures du matin? Alors oui, idéalement, si... et levez-vous bien avant le lever du soleil, ça c'est une évidence, mais soyez à l'extérieur, donc dehors, même avant que les premières lueurs de l'aube apparaissent. Donc en général, les premières lueurs de l'aube apparaissent entre 1 heure et 1 heure et demie avant le lever du soleil. Donc actuellement, au mois de janvier, le soleil se lève dans les environs de 8h30, admettons, en moyenne. Hein. Donc observez avant 7 heures, commencez avant 7 heures. Prenez au moins 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures peut-être de temps d'observation pour que votre œil s'accoutume bien et que vous puissiez en profiter pleinement aussi. Et puis couvrez-vous quand même. On est au mois de janvier. Donc voilà un bel essaim à pouvoir observer, donc en se levant tôt, c'est un beau spectacle à pouvoir profiter. Merci donc de ces informations sur cet essaim météoritique. Et maintenant nous avons le 4 janvier, la Terre est à son point orbital le plus proche du Soleil, donc à 0,983 UA, si j'ai bien noté. Voilà, alors 0,983 UA, ça correspond à quoi? Ça correspond à 147 millions de kilomètres. Quand on s'imagine le déplacement de la Terre autour du Soleil, on imagine en fait une orbite circulaire. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui n'est le cas d'ailleurs pour aucune des planètes du système solaire. Et on peut peut-être aussi le dire avec précaution, mais avec une grande probabilité, peut-être aussi pour quasiment tous les astres dans l'univers. En fait, il n'y a pas d'orbite parfaite autour d'un astre. Et c'est le cas pour la Terre. Alors, en réalité, eh bien, la Terre évolue entre 147 et 152 millions de kilomètres du Soleil, pour être précis. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle est plus proche du Soleil qu'à un autre moment. Alors ça correspond à quoi? Et c'est là où ça devient intéressant. On va s'intéresser à quelques chiffres. Alors on ne va pas vous noyer dans les chiffres parce que là n'est pas le but, mais on va s'intéresser à des chiffres aussi bien pour ceux qui débutent totalement en astronomie que pour les amateurs avertis qui eux vont comprendre l'intérêt concret de l'observation du Soleil à ce moment-là. En fait, pour commencer avec donc ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le différentiel entre l'aphélie et le périhélie de l'orbite terrestre, eh bien, ça correspond, donc vous l'avez noté, hein, tous les ans, ça revient à peu près à la même période. Chaque année, en fait, le moment où la Terre s'approche au plus près du Soleil et le moment où elle s'éloigne au plus loin du Soleil, eh bien, revient à peu près à la même période. Donc, le moment où elle s'approche au plus près du Soleil, c'est souvent début janvier, et le moment où elle est le plus loin du Soleil, c'est souvent aux alentours du début juillet. Alors, vous avez noté que ça correspond à peu près, eh bien, au solstice. Solstice d'hiver, solstice de printemps, à peu de choses près. Tout à fait, ouais. Hein? Donc, en fait, le 4 janvier, et c'est très contre-intuitif pour nous, puisque le 4 janvier, nous sommes en plein hiver, et pourtant, le Soleil, nous sommes au plus près du Soleil. Et le 4 juillet, nous sommes donc à l'aphélie, au plus loin du Soleil, et pourtant, eh bien, nous sommes ici en plein été. Et oui, et c'est là où c'est intéressant. En fait, cette différence, elle se voit dans les saisons. Alors, elle se répercute dans les saisons. C'est quand même à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas la raison principale qui fait que voilà, les saisons n'évoluent pas en fonction de la distance de la Terre par rapport au Soleil. Hein. Mais il y a quand même un certain impact. Un impact qui se note par un chiffre que je vais vous donner, 6%. Ce chiffre de 6%, c'est la différence d'énergie solaire reçue entre l'aphélie et le périhélie. En fin de compte, on va le noter parce que nous sommes en plein hiver le 4 janvier, mais dans l'hémisphère sud, tout à fait, c'est le contraire. On est en plein été. Bien sûr. Et inversement, lorsque nous sommes donc à l'aphélie, eh bien la Terre, nous sommes dans l'hémisphère nord en plein été et dans l'hémisphère sud en plein hiver. Et remarquez que les températures, il y a une plus grande amplitude de température entre les saisons estivales et hivernales dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. En été, généralement, il fait plus doux dans notre hémisphère, alors que, en fin de compte, dans l'hémisphère sud, eh bien, l'été est souvent plus rude, quand même, plus chaud.
Et inversement, eh bien, lorsque nous sommes au périhélie finalement de l'orbite, eh bien, nous sommes en hiver dans l'hémisphère nord, et donc les hivers sont moins froids que dans l'hémisphère sud, lorsque l'hémisphère sud se retrouve donc en plein hiver, donc au moment de l'aphélie. Voilà. Il y a autre chose, également une dernière chose à noter, c'est la variation de la taille angulaire du Soleil. Et oui, on se rapproche du Soleil, donc forcément le Soleil, visuellement, il grandit par rapport à nous. Alors c'est pas énorme, hein, c'est de l'ordre de 3%, c'est-à-dire 1 minute d'arc environ. 1 minute d'arc, 31, on passe de 31 à 32 minutes d'arc pour la taille angulaire du Soleil. Et ça, alors c'est pas intéressant en soi, mais c'est intéressant pour les photographes. Pas pour les observateurs visuels en soi. Pour les photographes, pourquoi? Et c'est la photographie que je vous invite à faire cette année. Parce qu'en fait, eh bien, en prenant une photo du Soleil le 4 janvier, vous prenez une photo du Soleil le 4 janvier, vous en prenez une autre dans les environs du 4 juillet, hein, ça correspond à l'aphélie. Ces photos-là, vous les mettez... Alors, évidemment, j'ai oublié de poser le contexte, c'est-à-dire utiliser exactement le même matériel, bien sûr. Même focal d'instrument et même appareil photo, si pour possible. pouvoir les comparaître. Pour avoir exactement la même échelle de grandeur. Vous mettez ces deux photos-là ensemble dans un logiciel de traitement photo, vous coupez donc une moitié, vous coupez en deux chacune des photos, et donc vous gardez une moitié de chaque photo. Vous les collez ensemble, de façon à ce qu'en fait le Soleil soit plein. D'accord. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, eh bien ça ne colle pas. Parce qu'en fait votre photo du 4 janvier, oui, eh bien vous allez voir le Soleil qui est plus gros que la photo du 4 juillet. Et alors c'est dû à quoi ça? Eh bien c'est justement dû au fait que la Terre, l'inclinaison, que l'orbite terrestre eh bien, n'est pas circulaire. Donc que nous nous rapprochons et que nous nous éloignons du Soleil. Tous les 6 mois. Ok, d'accord. D'accord, donc Mathieu, très intéressant toutes ces informations sur ce point orbital sur la Terre. Maintenant, nous passons au 7 janvier et nous avons le 7 janvier donc une nouvelle chance d'observer Mercure au crépuscule puisque c'est l'élongation maximum est de Mercure. Tout à fait, c'est ça. Hein. Donc effectivement, ça veut dire que Mercure sera visible sud-ouest, proche de l'horizon. Vers quelle heure? 17h15 temps universel. Donc au crépuscule, hein, c'est-à-dire à partir du moment où le Soleil vient de disparaître, en fait, seule sera visible encore Vénus. Et elle sera bien sûr visible à l'œil nu, à plus forte raison aux jumelles ou au télescope, mais ça n'a pas trop d'intérêt peut-être, sauf si on veut effectivement agrandir au télescope. Mais sinon, en fait, c'est déjà visible. Pour l'observation de Mercure? Oui, effectivement, non. L'observation de Mercure aux instruments ne révèle pas grand-chose, à part eh bien qu'on commence à voir, on voit autre chose qu'un point lumineux, en fait. On voit quelque chose d'un peu plus gros. Donc, on voit les phases, en fait, de Vénus. Voilà. Hein. Alors, idéalement, bien sûr, hein, comme à chaque observation, on veut un ciel dégagé. Et bien sûr, un horizon également pareil, hein, donc bien dégagé. Alors comment faisons-nous pour l'observer? Comment on fait pour se repérer dans le ciel? Alors si je vous dis bien que Mercure à ce moment-là sera dans la constellation du Capricorne, ça vous parle? Alors en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'il suffit juste de repérer où se couche le Soleil. Voilà, c'est ça. Hein? Les constellations, on ne les verra pas à ce moment-là. Non, voilà. Donc il suffit juste de se repérer à suivre les derniers rayons du Soleil, hein, et en fait Mercure sera bien visible au ras de l'horizon. Hein, et vous pourrez même apercevoir un petit peu au-dessus, hein, donc sur la gauche, Saturne notamment, et puis encore un peu plus haut, Jupiter. Et puis la Lune là sera encore un peu plus haute, et puis voilà. Donc, ce sera un beau spectacle, mine de rien. Même si vous n'arrivez pas à observer Mercure, eh ben, il y aura d'autres astres à observer.
Voilà, tout à fait. Donc on rappelle, hein, Lune, Jupiter, Saturne, Mercure et Vénus. Voilà, Donc c'est ça. voilà, hein, donc d'une pierre, on va faire 5 coups. Oui, Autant en profiter. on est presque sur une conjonction là. Absolument. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette planète Mercure. Et nous allons maintenant parler d'une autre planète, il s'agit de Vénus. Le 9 janvier, c'est la conjonction inférieure de Vénus avec le Soleil. Donc Mathieu, que peut-on dire sur cette conjonction? Oui, alors en fait, une conjonction inférieure, donc en 2 mots pour rappeler ce que c'est, en fait, c'est un rapprochement. Donc le mot conjonction, ça veut dire, on peut le remplacer par rapprochement, hein, pour faire plus français. Donc rapprochement avec le Soleil en l'occurrence, donc qui dit rapprochement avec le Soleil dit danger. Conjonction inférieure, ça veut dire, pourquoi inférieure? Parce qu'en fait il y a une conjonction inférieure et une conjonction supérieure. On parle de ce type de conjonction là lorsqu'on parle de planètes internes à l'orbite terrestre. Donc il n'y en a que 2 dans le système solaire, Mercure et Vénus. Inférieure, ça veut dire que en fait Vénus se situe pile entre la Terre et le Soleil. Donc, théoriquement, elle pourrait être observable, à l'inverse d'une conjonction supérieure où elle se situe de l'autre côté du Soleil, où là, le risque à prendre, c'est que le Soleil cache la planète Vénus et donc qu'on ne puisse plus la voir. Et là où c'est intéressant, eh bien, c'est qu'en fait, Vénus se trouve, lors d'une conjonction inférieure, systématiquement au plus proche de la Terre. Donc c'est vraiment des conditions idéales d'observation. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, qui dit rapprochement avec le Soleil dit danger, et donc dit que ça va être une observation qui ne sera réalisable quasiment que par des astronomes avertis. Il faut prendre de très grandes précautions, avoir un matériel adapté également, qui soit protégé, bien sécurisé, et puis savoir aussi ou observer très précisément pour ne pas pointer le Soleil malencontreusement, surtout si on n'est pas bien sécurisé. Alors en fait, l'intérêt de l'observation de Vénus, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à observer à sa surface. Par contre, ce qui est intéressant lorsqu'on l'observe au télescope, alors à l'œil nu, c'est évidemment l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, mais au télescope, eh bien, on voit des phases. En fait, quand on l'observe au télescope, on a vraiment l'impression de voir une mini-lune, en fait. Toute petite lune, enfin même une assez grande lune, parce que quand elle se rapproche de nous, elle grossit, hein, à l'oculaire du télescope. Et en fait, il y a plusieurs moments, lorsqu'elle circule autour du Soleil, où ça devient intéressant. Donc il y a la conjonction supérieure, donc le moment où elle est de l'autre côté du Soleil. Là, vous avez une phase pleine, c'est-à-dire qu'elle est à quasiment 100%. On la voit, on pourrait qualifier ça de pleine Vénus. Et puis ensuite, il y a l'élongation maximale. Alors est ou ouest, peu importe. On est sur une phase de 50%, donc une moitié de Vénus. Et la conjonction inférieure, où là, théoriquement, eh bien, on ne devrait plus rien voir, puisque en fait, la face éclairée, je confonds, la face éclairée de Vénus, eh bien, n'est plus du côté de la Terre. Donc en fait, on voit son côté nu. Donc logiquement, la face de Vénus devrait être de 0%. Attention au jeu de mots. Et en fait, eh bien, il y a un paramètre à prendre en compte. C'est que Vénus possède une atmosphère. Et ça change tout. Parce que lors d'une conjonction inférieure, eh bien, Vénus peut présenter un anneau de feu. Vous savez, lors des éclipses solaires, une éclipse solaire, c'est lorsque la Lune passe devant le Soleil. Donc, il y a des éclipses solaires totales, donc la Lune éclipse le Soleil totalement, on ne voit plus qu'un disque noir au milieu, sinon on ne voit plus rien du tout. Mais parfois, la Lune est un tout petit peu plus éloignée de la Terre qu'à l'habitude, et donc en fait elle n'éclipse pas totalement le Soleil, et lorsqu'elle passe devant, en fait on voit un anneau de feu, parce que le Soleil déborde de chaque côté de la Lune. Eh bien Vénus c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est pas le fait qu'elle soit plus ou moins éloignée de nous, qui joue son rôle, c'est le fait qu'elle a une atmosphère. Et donc la lumière du Soleil, en venant vers nous, va passer par l'atmosphère, va se réfléchir sur cette atmosphère, un halo en fait, et on va voir un halo autour d'un disque noir, tout simplement, sans que la planète n'ait besoin de passer devant le disque solaire, sans quoi on ne parlerait plus simplement de conjonction inférieure,
mais de transit, hein, comme c'était le cas avec Mercure il y a 2 ans. Voilà. Et donc là, c'est très intéressant à observer. Alors ça va se passer le 9. Va-t-on observer un halo complet? C'est la question qui se pose parce qu'on va avoir une élongation de pratiquement 5 degrés, ce qui est quand même assez important, mine de rien. Donc on aura peut-être un arc de cercle de l'ordre de 270 degrés environ. Donc 3/4 d'halo si vous voulez, pas un 3/4 de cercle, voilà. Mais pas un cercle, pas un halo total en fait. Pour ça, il faudrait qu'elle se rapproche un tout petit peu plus du Soleil. Alors, si vous voulez tenter cette observation, faites-le uniquement si vous êtes expérimenté. Et pour ce faire, déjà, protégez votre télescope. C'est-à-dire qu'il faut que votre télescope soit absolument à l'ombre d'un bâtiment ou mettez un parasol. Dans tous les cas, il faut absolument que votre télescope ne puisse pas pointer accidentellement le Soleil. Alors là, il faudra pointer si possible, bon, à la go-to, c'est mieux, comme ça vous évite d'avoir à chercher. Faut-il encore que la go-to soit bien calibrée. Mais une fois que c'est fait, attendez midi. Hein. Le Soleil est plein sud, au plus haut sur l'horizon, Vénus aussi d'ailleurs. Et donc laissez passer quelques minutes, un petit quart d'heure après midi, et puis pointez le télescope donc en direction de Vénus, préalablement bien protégé par un bâtiment. Et alors là, vous devriez la voir sans trop de problèmes. Alors elle ne va pas être très contrastée sur le fond du ciel. Malgré tout, eh bien, vous aurez quelque chose de très intéressant à voir, et particulièrement si vous faites de la photo. D'ailleurs, privilégiez la photo. Comme ça, il vaut mieux griller son capteur photo que griller sa rétine. Bah, c'est sûr. Voilà. Alors, je note juste un dernier détail, eh bien, c'est que Vénus aura un diamètre apparent de 65 secondes d'arc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, puisque Vénus est au plus près de la Terre finalement. Donc, elle dépasse la minute d'arc, c'est assez remarquable. C'est la seule planète qui dépasse la minute d'arc en taille apparente. Voilà, donc on pourra observer Vénus ce mois-ci, mais tout en restant très prudent et en se protégeant bien. Nous avons maintenant le 13 janvier, l'opposition de l'astéroïde 7 Iris avec le Soleil. Donc cet astéroïde sera sûrement visible donc toute la nuit. Oui, effectivement. Alors, Iris, c'est pas un astéroïde qu'on connaît très bien, donc je vais en parler un petit peu. En fait, c'est un astéroïde qui a été découvert par John Russell le 13 août 1847. Donc c'était la période où on découvrait les astéroïdes, hein, le 19e siècle, et les grands astéroïdes. Et donc sa localisation, eh bien, c'est très simple, elle est dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, à une distance du Soleil qui est d'environ 274 jusqu'à 439 millions de kilomètres. Alors après deux occultations stellaires, en 1995 et en 1997, les observations ont donné une estimation de sa taille à environ 200 km, ce qui n'est pas très grand parmi les grands astéroïdes du système solaire finalement. Malgré sa petite taille, eh bien, sa surface particulièrement brillante en fait le 4e objet le plus lumineux de la ceinture d'astéroïdes après Vesta, Cérès et Pallas. Et là, ça devient intéressant. Ce 13 janvier, eh bien, sa magnitude apparente visuelle sera de plus 7,7, c'est-à-dire équivalente à celle de Neptune. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais vous pourrez d'ores et déjà la chercher dans une petite paire de jumelles. A noter que lors d'oppositions périhéliques favorables, eh bien, elle peut atteindre plus 6,7, ce qui est égal à sa luminosité maximale de Cérès. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, eh bien, vous pourrez la localiser à mi-chemin des étoiles Procyon et Pollux. D'accord, donc une observation encore à réaliser. Merci donc de nous avoir parlé de ces événements du mois de janvier. Et pour poursuivre donc cette émission, nous allons maintenant faire un résumé de l'activité du Soleil. Donc, quelle a été son activité au mois de décembre 2021 ? Oui, alors au début, il n'y a pas eu grand-chose, hein. On notera juste un événement le 5 décembre. En fait, c'est un filament magnétique qui va exploser dans l'hémisphère sud du Soleil, près de son lame. Alors l'explosion est de classe M1, mais aucune CME ne frappera la Terre. La première moitié du mois a présenté peu d'intérêt pour les amateurs de taches solaires.
Mais dès le 14, eh bien, l'activité reprend du poil de la bête, avec l'apparition de tout un convoi entier de taches solaires par le cadran sud-est du Soleil. Leur croissance est rapide et leur champ magnétique instable, ce qui provoque une série de petites éruptions, dont l'une de classe M le 16, suivie d'une seconde le 20. Le 22 décembre, on compte en tout 10 groupes de taches sur la face visible du Soleil. Une belle poussée d'acné sur le visage de l'astre du jour, tel que l'on n'en a pas vu depuis près de 11 ans, lors du pic précédent du cycle solaire 24. L'une d'elles, AR 2916, va pimenter cette toute fin d'année 2021, en se révélant être l'une des plus grandes taches solaires du cycle 25, dont les noyaux sombres, plus gros que la Terre, s'éparpillent sur une région aussi grande que le diamètre de la géante Jupiter. Malgré son potentiel énergétique capable de générer des éruptions de classe X, elle restera calme et, entre guillemets, le danger viendra plutôt d'une autre région active, AR 2918, qui lâchera dans l'espace 2 jets de plasma de classe M, le 27, sans que ceux-ci ne touchent la Terre. La dernière éruption de l'année 2021, toujours causée par la même tache, sera produite le 31 décembre, de classe M1. Et pour finir en beauté, eh bien, cette explosion en générera une seconde, simultanée, sur l'autre hémisphère du Soleil. Le bouquet final qui clôturera cette année d'activité solaire 2021. Donc merci Mathieu pour ce résumé du mois dernier. Et vu que l'année 2021 est donc passée, est-ce qu'on peut faire un résumé donc du Soleil de toute l'année 2021 ? Eh bien, on peut dire que ça a été une activité de mi-cycle. On est entre 2 pics de cycle. On avait connu le minimum en 2019. On va certainement connaître le maximum du cycle 25 entre 2023 et 2025, certainement. Quelques chiffres pour vous donner un comparatif des années précédentes. Le nombre de jours sans tache solaire en 2021 a été de 64 jours. C'est relativement peu quand même, 64 jours sur 365. On a eu quand même pas mal de taches. En 2020, eh bien, c'était 208 jours. Vous vous rendez compte ? 3/4 d'année où on n'avait rien du tout sur le Soleil. Pire en 2019, 280 jours. Là, on était au plus profond du cycle solaire 24. Et puis en 2018, bon, c'était un petit peu mieux, mais ça restait quand même très bas, 221 jours. Et en fait, il faut remonter à 2016-2017 pour avoir à peu approximativement la même activité qu'en 2021 finalement. 32 et 104 jours respectivement pour 2016 et 2017 sans tache solaire. Donc, à l'époque, 2016 et 2017 correspondaient au mi-cycle de l'activité du cycle 24. Eh bien, c'est exactement ce qui se profile pour cette année 2021. Mais cette fois-ci, nous sommes dans le cycle 25. C'est pas facile de faire des prévisions sur le Soleil. D'autant plus pour le Soleil, effectivement. Le Soleil. Eh oui. Alors, pour 2022, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le Soleil ? Alors, pour 2022, eh bien, sans surprise, on se dirige vers le maximum solaire qui va avoir lieu théoriquement entre 2024 et 2025. Donc, il faut s'attendre à au moins une activité similaire à 2021 pour cette année 2022. Au mieux, on espère une activité solaire encore accrue. Mais il est quand même peu probable que l'activité solaire soit moins intéressante en 2022, puisqu'on se dirige, comme je le disais tout à l'heure, vers le maximum. D'accord, donc voilà donc pour ce qui est du Soleil, ce qu'on pouvait en dire. Et maintenant, eh bien, nous passons donc à la dernière partie de cette émission, à savoir eh bien, quelle est la visibilité des corps principaux du système solaire. Et à commencer par la Lune, donc le 2 janvier à 18h33, elle sera nouvelle. Le 9 à 18h11, c'est le premier quartier de la Lune qui sera visible. Le 14 à 9h27, la Lune est à l'apogée. Le 17 à 23h48, c'est la pleine Lune. Le 25 à 13h41, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera donc visible. Et le 30 à 7h09, la Lune est au périgée. Donc, pour ce qui est de Mercure, on en a un peu parlé. Elle sera donc visible au crépuscule au début du mois
et on pourra la voir à l'aube à la fin du mois. Vénus, elle sera difficilement visible au coucher du soleil au début du mois et à la fin du mois on pourra l'observer en toute fin de nuit. Mars, elle sera observable en toute fin de nuit tout le mois de janvier. La planète naine Cérès sera observable presque toute la nuit au début du mois et seulement en première partie de nuit à la fin du mois. L'astéroïde Pallas, on pourra l'observer en début de nuit. L'astéroïde Junon sera inobservable au début du mois et difficilement observable peu avant le lever du soleil, donc à la fin du mois. Et l'astéroïde Vesta, on pourra très difficilement l'observer avant le lever du soleil. Jupiter, alors elle sera observable en début de nuit au début du mois et en tout début de soirée seulement, arrivé à la fin du mois. Saturne, alors on pourra l'observer en tout début de soirée au début du mois et malheureusement à la fin du mois, elle sera inobservable. Uranus, elle sera observable en première partie de nuit. Neptune, observable en début de nuit. Et enfin Pluton, qui sera inobservable ce mois-ci. Donc eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette émission des éphémérides. Nous sommes très contents que vous nous ayez suivis pour cette vidéo. Et donc eh bien, on vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.